Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Celsius Holdings? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, la raison pour laquelle je fais une vidéo sur Celsius Holdings, c'est par rapport à un commentaire que j'ai reçu. Ok, je ne connais pas cette compagnie, mais il paraît que je l'ai déjà mentionné. On m'a déjà posé une question par rapport à cette dernière sur un de nos lives avec, je pense, enfin peut-être sur un de nos lives, je vais dire ça comme ça. Donc, le commentaire dit ceci. Le commentaire ici vient de Philippe. Merci Philippe pour le commentaire. Donc, ici, il dit ceci. Bonjour Thierry. Lors d'un live le mois dernier, j'avais soumis une valeur à analyser, à savoir Celsius Holding, où j'étais positionné et tu m'as indiqué que la banque, c'était moi. Je t'ai écouté, j'ai soldé ma position et en fait, le tick ne fait que grimper depuis. J'étais entré dessus aux alentours de 85 dollars, j'ai lâché à 130, honnêtement, je regrette. Déjà, félicitations pour ta plus-value. Deuxièmement, le regret, ça fait partie des investissements. Et troisièmement, est-ce que tu ne penses pas que tu as fait une erreur quelque part dans cette analyse-là? J'espère que tu n'as pas pris une décision de vente uniquement en te basant sur un avis que je t'ai donné sur un live. D'accord? Je rappelle que sur les lives, déjà, on parle d'analyse quantitative. Et essentiellement ici, dépendamment du type d'entreprise, il faut savoir quel genre d'investisseur tu as sous les yeux. Moi, je suis un value investor. Je me définis comme tel, dans le sens où je recherche avant tout des entreprises qui sont capables déjà de s'autofinancer aujourd'hui et qui se négocient à des prix intéressants. OK? L'entreprise que tu as mentionnée, c'est Celsius Holding. Et en regardant les chiffres ici, on se rend compte que c'est une compagnie de croissance. Directement. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je vois une compagnie de croissance? Mon logiciel est adapté comme suit. 1. Qu'est-ce que la compagnie fait? Quelle est la taille du marché? Qui sont les concurrents? Tu vois ces trois questions-là? Très importantes pour les compagnies de croissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais rapidement ici sur on va regarder sur le site web de la compagnie. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois ici qu'on vend ici, voilà, c'est des boissons. D'accord? Quel type de boissons on a? Je vois que ce sont des boissons énergisantes. OK. Boissons énergisantes ici, parfait. Donc, quel type de... Et précisément, quand on parle de boissons énergisantes, quel est le créneau qu'on a choisi d'utiliser ici pour notre marketing? Parce que quand on parle de boissons énergisantes, je vois déjà dans ma tête concurrent Red Bull, concurrent Monster Beverage, concurrent Pepsi, concurrent Coca-Cola. Attention, quand je parle de Coca-Cola, Coca-Cola ne fait pas que du Fanta, du Sprite, etc. Non. Il y a également une gamme de boissons énergisantes, boissons pour le sport, etc. Donc peut-être qu'également on est en concurrence s'il y avait le Gatorade. La deuxième chose qui vient dans mon cerveau, c'est vu que je vois déjà quel est le type de marché qu'on a, donc ça c'est le segment beverage. Dans le segment beverage, je me pose déjà la question de savoir quel est le réseau de distribution, quelle est la tactique de distribution ici. Quel est le réseau de distribution qu'on utilise? Est-ce qu'on vend par Internet? Est-ce qu'on a des ententes avec des Walmart, etc. OK? Comment est-ce qu'on se fournit majoritairement? C'est la question qui me vient en tête. OK? Donc, ça, c'est uniquement après avoir vu ceci. Parce que là, quand tu choisis d'investir sur les compagnies de croissance, c'est un peu comme tu choisissais d'investir sur les compagnies qui sont en difficulté. Attention, tu vas comprendre. En fait, il faut être entreprenant dans ton analyse. Une compagnie en difficulté, il ne faut pas juste voir les bénéfices qui sont en queue de baisser. Il faut maintenant voir, quand je check un tout petit peu dans les rapports financiers ici, si on coupe tel segment, si on enlève ceci, est-ce que ça pourrait fonctionner? Voilà des questions que tu dois te poser. Sur les compagnies de croissance ici, il faut te poser une question à savoir, par rapport à celle-ci, la distribution. Quelles sont les marges qu'on aura? Vu qu'on n'est pas encore en maturité, à quel niveau de vie on se situe? Auquel niveau de vie on se situe ici au sein de l'entreprise? Quand je parle de niveau de vie, c'est-à-dire qu'une entreprise, sa vie, ça meurt. Actuellement, si c'est une compagnie de croissance, tu ne vas pas l'analyser ici du point de vue marge, etc. Mais elle doit au moins s'autofinancer. Si elle ne s'autofinance pas, je ne t'encourage pas à y aller. Ou si elle prévoit s'autofinancer à la fin de l'année, est-ce qu'elle a des cash flows opérationnels de moins en moins élevés? Vu que c'est le segment beverage, je sais que la publicité joue énormément. Quelles sont les dépenses opérationnelles ici? Est-ce qu'ils augmentent aussi rapidement que la croissance du revenu? J'ai regardé les rapports financiers rapidement ici, hein, et ils sont extraordinaires. Pour le dernier trimestre, elle a doublé son revenu. Doublé son revenu. J'ai checké un tout petit peu le produit. OK? Où est-ce qu'il se situe en termes de gamme? Il se situe à peu près sur tout ce qui concerne les boissons énergisantes, santé entre parenthèses. Donc, pas de sucre, pas d'aspartame, pas de colorant, ce genre de choses-là. Et après, ce qui me vient en tête, c'est d'aller regarder les reviews sur le produit. OK? C'est important. Moi, je ne consomme pas du Celsius, d'accord? Mais je sais également que
Celsius, si elle veut concurrencer des compagnies comme Monster Beverage, et on va en reparler ici, il faut qu'elle se situe sur un créneau assez particulier. Donc Celsius Drink, je vais chercher ici à peu près les reviews. Vu que je ne connais pas le produit, je ne vais pas aller tester le produit ici parce que il ne faut pas tomber amoureux du produit, d'accord? Faites attention. Donc, quand je check les reviews ici, qu'est-ce que je constate? Je vois ici que Amazon me montre les customer reviews. Je ne vais pas aller sur Amazon ici. On va voir ici, pour les reviews ici, par exemple, on a 3900 reviews. Tu sais comment je check les reviews? J'aime bien aller regarder les commentaires négatifs. La plupart du temps, ici, tu vas voir les commentaires négatifs, ça peut être au niveau du goût. D'accord? Ça peut être au niveau ici, peut-être quelqu'un a mal reçu sa commande, etc. Ou bien c'était pas assez glacé. Ce genre de choses-là, c'est pas important. Mais si ça concerne la santé, des choses comme ça, ou bien le fait que le produit soit dégueulasse, là, peut-être que ça va commencer à m'intriguer. D'accord? So, faites attention quand je dis dégueulasse, même c'est une question de goût également. Mais déjà, 4 étoiles et demie, c'est assez intéressant. Ok? Ça veut dire qu'on a peut-être un produit assez intéressant. Et quand on check un tout petit peu, on se rend compte que, comme je t'ai dit précédemment, ils sont plutôt sur la gamme santé et ils distribuent énormément sur Amazon. Et eux-mêmes, ils le mentionnent. Si tu vas sur leur rapport financier, c'est ceci. Le réseau de distribution est très important pour moi, enfin, pour ce genre de produits-ci. Donc, j'essaie de voir à peu près qu'est-ce que le management dit par rapport à ça. Donc, par exemple, si je check le 10Q ici, je vais essayer de voir, est-ce que sur le 10Q, on me parle de Amazon? Voilà, tu vois. Comme account receivable, donc on voit ici customer accounting for more than 10% of account receivable. Donc, c'est-à-dire que les comptes recevables, donc les comptes recevables, généralement, est-ce que ce sont des gens à qui, comment on appelle ça? Les comptes recevables ici, ce sont les gens, les gens les personnes qui nous doivent de l'argent. D'accord? Donc, vous avez Pepsi, 68%. Donc, tu vois que Pepsi pèse énormément en termes de comptes recevables. Et ça, je suis en train de me poser la question, pourquoi? Tu vois également, concentration du risque, on dépend énormément de Pepsi. Est-ce que Pepsi n'a pas une, comment on appelle ça, une position dans cette compagnie-ci? Compagnie Pepsi, enter in multiple, including security purchase. Donc, ils ont une entente ici avec Pepsi. Pepsi est un actionnaire de cette compagnie. Donc, fin de fin, Pepsi finira par acheter cette compagnie. Donc, elle profite énormément du réseau de distribution de Pepsi. Donc, on met énormément d'argent au niveau de la publicité et des choses comme ça. Ça, c'est encore un argument qui est intéressant, positif pour moi. Et là, je n'ai pas encore parlé de prix. Hein. Je suis encore sur une analyse qualitative sommaire. D'accord? Je te parle juste des éléments que tu dois prendre en considération quand tu vas regarder cette compagnie-là. Ok? Je regarde ceci, je vois que Pepsi est là, Pepsi, Amazon, etc. Bref, maintenant, une fois qu'on sait à peu près que le produit a l'air correct, le réseau de distribution ici, on bénéficie de la force de Pepsi. Donc, on peut se dire qu'en termes de croissance de revenus, on ne serait pas étonné de voir une croissance de plus en plus élevée. Mais maintenant, ce qui, moi, m'intéresse sont les marges. Je m'en fous de la croissance du revenu, c'est bien, mais je veux voir les marges. Et la première marge qui doit passer dans ton cerveau, excuse-moi du terme, qui doit te traverser l'esprit, quelles sont les marges brutes de cette compagnie? Et quand je regarde les marges brutes, je recherche la stabilité avant tout. Je ne veux pas une entreprise qui booste la croissance tout en ayant des marges brutes moins élevées. Et comme je l'ai toujours dit, et à chaque fois que je me répète toujours, les amis, ce n'est pas le target price que je vais vous donner ici qui est important. C'est le raisonnement derrière, parce que vous pouvez aller le déconstruire. Sinon, j'allais juste allumer ma caméra, dire ici que Celsius, 113 $ l'action, c'est négocié aujourd'hui à 106 fois les bénéfices, trop cher, il faut qu'on revienne à 25 fois les bénéfices, donc diviser le prix par 4, c'est son price target, point barre. Je ferme la vidéo, on passe à autre chose. C'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. C'est le cheminement pour arriver à la conclusion. Et je ne pense pas que sur un live, en 2 secondes ici, tu peux avoir toute la réponse. Donc, on va regarder l'entreprise rapidement. Les marges, on voit ici qu'elle ne s'autofinance pas. Boum, à la poubelle. C'est une compagnie de croissance. Première chose que je vais regarder, la marge brute. Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance? On a une stabilité de la marge brute. Ça, j'aime déjà. C'est une compagnie de croissance. Je sais que dépendamment de son niveau de vie, de sa période, enfin, je ne dirais pas le niveau de vie, mais dépendamment de où est-ce que se situe en termes de niveau, enfin, je vais répéter niveau de vie ici parce que c'est le terme qui me vient en tête présentement, je vais avoir tendance à observer certaines choses en particulier. Premièrement, la marge brute est importante pour moi. Si elle est encore nouvelle, si c'est une start-up, marge brute est importante. L'autofinancement, je sais que pour le moment, ce n'est pas important, mais moi, en tant qu'investisseur, je ne vais pas m'y intéresser. Je ne vais pas m'y intéresser en tant que potentiel investissement parce que je veux absolument qu'elle s'autofinance, sinon ça ne m'intéresse pas. Mais je sais également qu'il faut également voir l'évolution vers cet autofinancement-là. Est-ce qu'on a de grandes chances de s'autofinancer très rapidement? Il faut regarder l'évolution de ces free cash flow-là. Et tu remarques ici que sur la dernière période ici, d'accord, à partir du 30 septembre 2022, elle a commencé à s'autofinancer.
Et si tu regardes ça annuellement, elle a commencé à s'autofinancer. Donc ici, on a des bénéfices nets, des free cash flow positifs, ou bien qui se rapprochent du zéro. Et tu peux le voir à peu près à ce niveau-ci. Ça a commencé. Donc, si on continue la croissance, si tout revenu supplémentaire va descendre directement dans les free cash flow ou bien au niveau des bénéfices. Ça, c'est intéressant. Mais quand je check ces free cash flow-là, il faut également que je me pose la question de savoir est-ce que les EBITDA vont dans le même sens? Parce que je sais que les entreprises peuvent avoir des free cash flow positifs, mais des EBITDA négatifs. Tu vois, les EBITDA sont négatifs. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc, il y a de grandes chances que ces free cash flow-ci soient les free cash flow soient impactés par les stock-based compensation. Donc, un élément ici extraordinaire. Donc, c'est ce qui me permet de dire que pour le moment, je ne pense pas qu'elle s'autofinance. Elle ne peut pas s'autofinancer en ayant des EBITDA négatifs. Ça c'est pas possible. OK? En tout cas, si c'est comme si c'est le cas, ce n'est pas durable du tout. OK? Donc, quand je check ça ici, pour le moment, en tout cas pour les résultats qu'on a au mois de juin ici, parce qu'on a les résultats du mois de juin, pour le moment ici, les EBITDA restent négatifs. Les EBITDA restent négatifs, pourtant, elle s'autofinance. Est-ce qu'elle a des bénéfices nets ici positifs? On check également. Il me semble que j'ai vu dans les résultats ici qu'elle avait des bénéfices nets positifs en termes de net income ici. Peut-être qu'ils l'ont également ajusté, mais il me semble que c'était le cas quand je regardais le 10Q ici. Donc, on check ça rapidement. Bénéfices nets. Donc, je vais zoomer tout ça. Voilà. Voilà. Donc, on a les bénéfices nets ici. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'on a? OK. Revenus sur les 3 derniers mois ici. On a à peu près ça. On a des bénéfices nets positifs ici. Sur les 3 derniers mois. OK. Donc, je vais juste dézoomer tout ça. Je reviens ici sur le... On prend ça. Je regarde maintenant les bénéfices nets trimestriellement. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? Je vois ici qu'au dernier trimestre, on a eu des bénéfices nets positifs. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il faut également regarder ici la saisonnalité de cette compagnie-ci. Si elle gagne plus d'argent au mois de juin et qu'elle perd, d'accord, il faut vérifier ça. Parce qu'ici, on pourra avoir des résultats positifs au mois de juin en termes de bénéfices nets. Alors, et au mois de septembre, ici, on a des résultats négatifs. Tout simplement parce que peut-être qu'au mois de juin, ici, c'est la période où elle vend le plus. Donc, il faut également vérifier la saisonnalité ici. Faites attention. Dans tous les cas de figure, quand je check cette compagnie-ci du point de vue quantitatif, si je reste strict, elle ne va pas m'intéresser, elle ne s'autofinance pas. Et si elle ne s'autofinance pas, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau d'endettement ici doit être presque nul. Sinon, pour relancer la dépense en capital, je vais devoir piocher dans la poche. On va devoir piocher ici dans ma poche. Or, elle a accès de cash ici. Et le cash va être utilisé pour quoi? Le cash qu'elle a présentement en banque. La dette nette est négative ici. Le cash va être utilisé pour la dépense en capital. Or, maintenant, je regarde l'évolution du capital expenditure. 12 millions. Sur un revenu ici, sur les 12 derniers mois de 952 millions. Attention, ça représente ici un CAPEX par rapport au revenu de combien? CAPEX par rapport au revenu. On a un CAPEX ici de combien? En pourcentage, nous avons un CAPEX ici aux alentours de 1,33%. Même s'il y a une légère évolution ici, maintenant la question qu'il faut que tu te poses, est-ce que dans le secteur d'activité dans lequel on exerce, le CAPEX, je suis dans la moyenne des CAPEX ou bien je suis en dessous des CAPEX moyens? C'est important à les poser parce que si je dépense moins d'argent en termes de capital expenditure, probablement j'aurais tendance à gagner plus d'argent demain. Donc ça veut dire que mes marges pourraient être bien plus élevées que ça. Et quand je vais checker ici, et ça je n'ai pas encore parlé d'évaluation, je suis encore en train de te dire que présentement elle ne s'autofinance pas, elle ne m'intéresse pas, donc poubelle pour le moment. OK? Pour le moment. Mais maintenant, un investisseur entrepreneur, comment est-ce qu'il va voir les choses? Sur une compagnie de croissance, pose-toi la question de savoir quel est le target des marges ici. Et pour avoir les targets des marges, tu poses la question à savoir, tu regardes ici, qu'est-ce que le management attend en termes de marge, quel est l'objectif en termes de marge nette ici, et qu'est-ce que les analystes pensent. Pour le CAPEX déjà, tu vas remarquer ici que je prends les compagnies ici dans le segment, je les ai classées ici dans le segment beverage, ok, aux États-Unis et au Canada. J'ai pris quoi comme, j'ai pris ici la valeur d'entreprise sur EBITDA, j'ai pris le price to earning, j'ai pris le CAPEX, j'ai pris l'EBITDA, le margin EBITDA ici, j'ai pris le net income margin, j'ai pris le gross margin. Toutes les entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité-là, d'accord? Donc, techniquement, si on est une compagnie de croissance et qu'on exerce dans ce secteur d'activité, on a comme objectif d'atteindre à peu près les mêmes marges que les Coca-Cola, les Pepsi, les Monster Beverage. Et ici, son concurrent direct, c'est Monster Beverage. En tout cas, si tu regardes bien dans ses rapports financiers ou bien dans les conférences call, on te mentionne Monster Beverage. Donc, c'est un objectif d'avoir à peu près les mêmes marges que Monster Beverage. Regarde maintenant. Monster Beverage a des marges brutes de combien? 52%. D'accord? Monster Beverage a des marges nettes de combien? 21% sur les 12 derniers mois. OK? En tout cas, il faut aller regarder les marges et il faut aller regarder la stabilité de ces marges-là. Et quand tu regardes Celsius, a des marges brutes de combien? 42%. On a vu ici que c'était plutôt stable. D'accord? On a des marges nettes ici
de moins 19% sur les 12 derniers mois, parce que trimestriellement, les marges sont plus élevées. Mais sur les 12 derniers mois ici, on a moins 19,58%. Donc tu vois que si nous avons une compagnie de croissance ici, pour le moment, c'est vrai que les marges ne seront pas élevées, mais également notre objectif ici, c'est d'avoir des marges à peu près aux alentours, à peu près au même niveau que les leaders. Or, si on prend la moyenne de toutes ces entreprises-ci, on a à peu près 7,96% en termes de marge nette. Donc, le minimum qu'on pourrait demander à cette compagnie, c'est 7,96% sur les derniers mois. Donc, si on s'identifie ici à du Monster Beverage, on ne devrait pas avoir normalement des marges moins élevées que Monster Beverage dans le meilleur des mondes. Donc, tu vois ici qu'on utilise déjà beaucoup de guesstimations. Si. Donc, les analystes s'attendent à quel niveau de marge ici? Tu vois ici que les analystes sont aux alentours de 10% de marge nette, avec des revenus de 2 milliards 200. OK, d'ici 2025. Extrapolons. D'accord? Si c'est 2 milliards 200, 10% de ce montant-là, ça représente combien? Ça représente à peu près 220 millions. Multiplié par 25 fois les bénéfices, ça fait 5 milliards 500. Combien d'actions on a en date d'aujourd'hui? Je vais regarder le nombre d'actions. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions? Techniquement, nous avons 78,94, donc disons 79 millions. Donc, divisé par 79 millions d'actions, ça nous donne ici un target aux alentours de 70 $ l'action. Donc, je sais que en date d'aujourd'hui, si on prend en considération l'estimation des analystes par rapport aux marges, ok, on n'a pas encore regardé le target du management également ici, je ne pourrais pas payer plus de 70 $ ici. Et encore, ça prend déjà en considération les bénéfices nets de 2025, les revenus de 2025. Or, aujourd'hui, on me vend ça à combien? 173 $. Et il me semble que tu as vendu l'entreprise à 130 $, tu l'as acheté à 85 $. Tu l'as acheté à combien? 85 $. Il y a un élément que tu n'as pas pris en considération avant de prendre ta décision de vendre, ton prix d'acquisition. Là, présentement, avec les objectifs de 2025, avec des marges de 10% bien sûr, on est à 70 $ maximum. Et il me semble qu'après 2025, il y a de grandes chances qu'on ait quand même une croissance du revenu. Regarde, nous avons à peu près 39% ici. Entre 2024 et 2025, la croissance est de 39% par rapport au revenu. Donc techniquement, il y a de grandes chances que 2026-2027, qu'on ait une croissance plus élevée que ça. Tu es d'accord avec moi? Il me semble que peut-être même d'ici 2030, en prenant en considération les revenus de 2025, je guessime, hein. Encore une fois, tu vois que quand on prend une compagnie de croissance, la raison pour laquelle je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance, c'est parce que j'ai envie de bénéficier pleinement de cette croissance-là. Et si je tombe dans le domaine de la guesstimation ici, il faut que je fasse très attention parce que les revenus auront tendance à diminuer. Il y a de grandes chances que les revenus aient tendance à diminuer avec la croissance ait tendance à diminuer avec le temps. Et pas les revenus, mais la croissance. Donc, aujourd'hui, on a certes une croissance de 100%, demain, on aura une croissance de 70%, après ça, 50%, après ça, 40%. Faites attention. Et si le marché s'attend à 50% et que vous avez 40%, boum. Tu vas voir ici que le prix va peut-être s'effondrer de 30 à 40% en une journée. Tout simplement parce que le target en termes de prix le target en termes de croissance du revenu n'a pas été atteint. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les compagnies de croissance. Donc, la façon dont moi je vais la regarder du point de vue ici qualitatif et quantitatif, quand bien même je vais prendre en considération la croissance, c'est avec des marges de 10%. Pourquoi est-ce que je vais payer plus de 70 $? Toi, tu l'as payé à 85 $. Je pourrais même te dire que tout dépend même encore de la taille de ton portefeuille, tout dépend même encore du pourcentage que tu alloues à cette compagnie-là. Parce que ton prix ne sera pas si mauvais que ça, parce que la croissance, si tu prévois la détenir ici pendant les 10 prochaines années, imagine que la taille du marché ici, est-ce que tu connais la taille du marché de Celsius? Est-ce que tu connais la taille du marché de Celsius? Je tape maintenant Celsius Holding. OK. Total Access Market. OK. Je vais regarder ici. Est-ce qu'il donne l'information? On peut regarder. Je vais plutôt mettre autre chose. Market Size. On est dans les Energy Drink Market Size, n'est-ce pas? Donc, on dit ici ceci. Ça, c'est le market cap. Je cherche la taille du marché. La taille du marché. Voilà. Oh là là. Donc, on va regarder ici. Celsius Holding Market Share. OK. On va essayer de regarder ça ici. Est-ce qu'on a l'information? Holding, market share. On va essayer de regarder sur le CSA ici. Est-ce qu'il nous donne l'information? Non, c'est pas ça. J'aime pas ces trucs du CSA et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le market cap. Alors, attention. Bref, je n'arrive pas à trouver l'information. Donc, tu vois ici que j'ai besoin de savoir à peu près quelle est la taille du marché. Ils sont dans les energy drinks, n'est-ce pas? Energy drinks. OK. Market size USA.
Je vois ici que Energy Drink Production Industry was 18 milliards. Ça, c'est la production. C'est en termes de... Maintenant, ça, c'est la production. Il faut regarder la taille du marché. Energy Drink Market estimate to be US 114 milliards total. Mais maintenant, il faut regarder à l'intérieur de ce Energy Drink-là. Est-ce que ça concerne le monde entier ou bien uniquement les États-Unis? D'accord, si ça concerne le monde entier, il faut peut-être réduire ça uniquement aux États-Unis parce que Celsius Brand vend plus aux États-Unis en date d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va d'abord dominer les États-Unis avant d'aller ailleurs. Donc, cherche la taille du marché aux États-Unis. Imagine que la taille du marché aux États-Unis est peut-être de 50 milliards et qu'on te dit que nous sommes en concurrence, par exemple, avec Monster Beverage, etc. Encore que tu vas maintenant regarder la taille du marché de Monster Beverage ici, tu te rends compte que Monster Beverage en termes de revenus est à combien? Revenus de Monster Beverage ici, je prends ceci. On check le revenu, on a 6 milliards 600 en termes de revenus. Or, Celsius est encore à 1 milliard par là. Donc, il y a de grandes chances que d'ici 2025, on s'attend à doubler en termes de taille. Et pour le moment, ici, Monster Beverage ici connaît encore une croissance de 10% au moins. Donc, il y a de grandes chances que cette compagnie-ci ait une croissance assez élevée. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut la quantifier en date d'aujourd'hui en respectant le traîneau qui veut ceci, d'acheter une compagnie à un prix qui n'implique pas la croissance? Je dois l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Je vais vouloir l'acheter à un prix bien moins élevé que 70 $. D'accord? Donc, ici, il faut faire beaucoup de guesstimations. Et à ce jeu-là, moi, je ne suis pas fort. Pour te dire la vérité, je ne suis pas fort. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il suffit juste qu'un seul élément soit faux pour que l'entreprise se retrouve à perdre du 50%, fasse moins 25, moins 30% en une journée. Aujourd'hui, certes, le prix est à 175 $, mais ça aurait pu être bien plus bas que ça. OK? Tu as quand même fait une plus-value. Mais n'oublie pas également que ton prix d'acquisition était, dépendamment des hypothèses qu'on a utilisées ici, n'était pas également pas mal. Parce que dis-toi ceci, si les marges bénéficiaires de Monster Beverage, de Celsius Holding, d'accord, atteignent par exemple les marges nettes, on va prendre ça ici, de Coca-Cola, Monster Beverage, ou bien une autre compagnie ici qui est la même, ou bien National Beverage, c'est même encore proche. Okay? Imagine qu'on prend les marges de Monster Beverage. Prenons un exemple, extrapolons. On s'attend à 2 milliards 200 d'ici 2025, n'est-ce pas? 20% de marge bénéficiaire, et les analystes ne le mentionnent pas. Les analystes ne t'ont pas dit qu'ils attendent 20% de marge bénéficiaire à ce montant, à ces périodes. On s'attend plutôt à du 10-15% par là. Okay? À 25 fois les bénéfices, nous avons à peu près 11 milliards. Divisé par 79 millions d'actions, on a à peu près un prix aux alentours de 140 $ l'action. 140 $ l'action. Et si tu prends ça par rapport à ton prix d'acquisition à 85 $, tu vois ici que peut-être que ce n'est pas si mal. Mais il y a beaucoup de guesstimations quand tu as pris en considération, à savoir la marge nette. Or, la marge nette de cette compagnie-ci, la marge nette attendue à cette période-là n'est que de 10%. Donc, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as fait une mauvaise affaire en revendant à 130? L'erreur que tu as fait, c'est si tu as revendu cette action-là parce que tu as écouté, parce que tu as vu une vidéo sur Top, on t'a donné un avis quantitatif uniquement, c'est une erreur. On ne vend pas une action parce que quelqu'un te dit que l'action est chère. Tu vends une action uniquement en te basant, certes, sur les éléments quantitatifs, mais également sur les éléments qualitatifs. Quel est le scénario de départ? À combien est-ce que tu l'avais évalué quand tu prenais en considération cette compagnie-là? OK? Donc, moi, je te donnais tous les éléments que j'ai utilisés pour arriver à l'évaluation. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces étapes-là. Maintenant, si tu penses le contraire, si tu penses que cette compagnie aura des marges de 20%, comme je t'ai mentionné tantôt, va chercher l'information qui t'aide, d'accord, à peu près à avoir, qui t'aide à renforcer ce raisonnement-là. Moi, j'ai pris des marges de 20% ici, marge nette, en me disant qu'OK, si c'est je me dis bien en me disant qu'elle peut avoir à peu près, vu que Monster c'est son concurrent, donc techniquement, si elle vise à avoir imaginons qu'elle a à peu près les mêmes marges que Monster, elle pourrait valoir 140 $ d'ici 2025. Et après 2025, même on pourrait s'attendre à une certaine croissance. Mais aujourd'hui, on paye déjà 175 $. Or, on s'attend à 2025 à avoir des marges de 10%. Tu vois déjà que selon les marges de 2025, là, ce prix-là, le prix actuel aujourd'hui est très élevé. D'accord? C'est très, très élevé. Est-ce que tu aurais été à l'aise à garder cette action-là à ce prix-là? Pose-toi ces questions-là. Moi, je sais déjà qu'elle ne s'autofinance pas. Donc, ça ne me dérange pas de ne pas y investir. Ça ne me dérange pas du tout. Et prends l'exemple sur des compagnies comme des compagnies de croissance qu'on t'a proposé un prix qui n'impliquait pas la croissance. Adobe, Netflix, Tesla, Meta, Google.
quelle autre entreprise ici que le marché a proposé à un prix qui n'impliquait pas la croissance, j'en passe. C'est ces entreprises-là qui devraient t'intéresser. Ce sont des entreprises de croissance qui auraient pu t'intéresser, qui s'autofinancent déjà. Donc, il est très facile ici de regarder une action et se dire que oh, j'ai acheté cette compagnie à tel prix. Aujourd'hui, si je ne l'avais pas vendue, j'aurais multiplié par 2. C'est la mauvaise... En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Pose-toi la question. Quels sont les arguments qualitatifs et quantitatifs qui m'ont poussé à vendre cette action-là? C'est ça qui devrait t'intéresser. Est-ce qu'aujourd'hui, ces arguments quantitatifs et qualitatifs sont différents? Celsius a un bon produit. Celsius a l'appui ici de Pepsi. D'accord? Celsius a un capex ici, par rapport au revenu moins élevé que la moyenne. D'accord? Parce que si on regarde ici, en capex moyen ici, tu vas voir que Celsius fait partie des meilleurs élèves. La moyenne ici est de 4%, en tout cas sur les 12 derniers mois. Celsius fait partie des meilleurs élèves. OK? Maintenant, Celsius a des ententes ici avec peut-être des Amazon, des Costco, donc le réseau de distribution est là. Mais maintenant, les marges attendues de Celsius en 2025 sont de 10%. Et quand tu prends même ces marges-là que tu extrapoles, tu ne paieras pas plus de, tu ne paieras pas plus de $70. Donc le prix que tu payes en date d'aujourd'hui, inversons l'équation. On a $175 l'action en date d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour Celsius. Je vais retourner ici, sur Celsius. On a Celsius. Et tu verras que c'est une entreprise ici. Nous avons une vidéo ici. Voilà, les gens ne connaissent pas Celsius. Je vais parler de Celsius ici. Voilà, ça ne va pas intéresser grand monde. Peut-être toi, particulièrement. Je sais que tu vas regarder la vidéo en question. Mais tout le monde va s'intéresser au prix, au prix, au prix. Est-ce que le raisonnement derrière que je te propose présentement, est-ce qu'il n'a pas de sens? Réponds-moi en commentaire, est-ce qu'il n'a pas de sens? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Enfin, c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça que tu devrais réfléchir quand tu investis sur une compagnie de croissance. Quelles sont les marges attendues? De manière raisonnable. N'extrapole pas, parce qu'il est très facile de faire raconter aux chiffres tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, coupler une analyse, il faut la coupler avec une analyse qualitative. Et l'analyse qualitative prend en considération la taille du marché, le réseau de distribution, l'objectif de marge, la qualité même du management derrière. D'accord? Donc quand tu prends du Celsius Holding aujourd'hui, ok? Tu prends Celsius Holding. On te vend Celsius à $173 l'action. Ok? 173. Admettons que Celsius, on veut l'acheter aujourd'hui et qu'elle se négocie à son juste prix. Imagine, à 25 fois les bénéfices. D'accord? Ça veut dire ici qu'on s'attend à $6,96-92 par action. On a 79 millions d'actions. Ça veut dire que cette compagnie-ci doit avoir un bénéfice net de 546 millions. D'accord? Et si ce 546 millions-là, extrapolons, représente à peu près 20% du revenu, ça veut dire ici que le revenu devrait être à 2,7 milliards. Est-ce qu'on a 2,7 milliards ici aujourd'hui? Non. On a 2,7 fois moins que ça aujourd'hui. Évidemment, il y a une croissance très élevée. Les analystes s'attendent à 2 milliards en 2025. D'accord? Extrapolons même pas, extrapolons. Maintenant, soyons encore plus conservateurs. Donnons-lui des marges des marges ici de combien? De 10%. D'accord? Toujours sur le même 546 millions. D'accord? 546 qui représente à peu près... quand on multiplie à peu près, quand tu prends le 173 millions divisé par 25 fois les bénéfices, ça représente ici à $6,92 par action. Multiplié ici par combien? Multiplié par 79 millions d'actions. Ok, ça te donne ici 546,68. D'accord? 0,68. Maintenant, le 546,68 représente 10% d'un certain revenu. Quel est le montant dont 546 millions représente 10%? Ce montant-là, c'est combien? Ce revenu-là, c'est combien? C'est 5 milliards 466. Quand est-ce que cette compagnie-ci va atteindre 5 milliards 546? 5 milliards 466. Quand? Quand? 2025? 27, 28, 29, 30? Donc tu achètes déjà une certaine croissance future. Et nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, là, même en étant très optimiste, d'accord? Très, très optimiste. Admettons, elle a eu 400 millions ici de revenus l'année pour le trimestre précédent. Multiplions ça par 4 sur les 12 prochains mois, admettons. D'accord? Fois, disons, 20% de marge. OK? Encore qu'on ne s'attend pas à 20% de marge. 25 fois les bénéfices. 8 milliards divisé par 79 millions d'actions. Je ne paierai pas plus de $101. Et j'ai exagéré.
je ne paierai pas plus de 101 dollars en date d'aujourd'hui. OK? Or, si elle se négocie à 10% de marge bénéficiaire, techniquement, je ne devrais pas payer plus de 50 dollars l'action. Ça, c'est mon raisonnement. L'action peut aller à 1 milliard. Mais ça, c'est mon raisonnement. Je ne veux pas me retrouver ici en train d'acheter une croissance hypothétique future parce que je sais que tôt ou tard, cette croissance-là finira par diminuer. Et tu vas voir des entreprises, je vais te montrer un exemple. Regarde juste ceci. Tu as vu peut-être depuis hier, il y a des entreprises ici qui font du moins 20% en une journée, n'est-ce pas? Tu vas voir Upstart. Upstart est une compagnie de croissance. Hein. Quand tu observes ici, qu'est-ce qui se passe? La croissance ici est en train de diminuer. Tu vois? Or, les analystes avaient peut-être ici des attentes très élevées. Et on peut voir ici, les attentes des analystes étaient de combien sur cette compagnie-ci? Estimate Trends. OK? Je vais regarder l'estimé ici par rapport aux revenus. Sales. Tu vois qu'à un certain moment, les analystes attendaient d'ici 2026 à 3 milliards. 3 milliards 200 de revenus. Or, aujourd'hui, le target pour 2026 est à 1 milliard. C'est ça le danger sur les compagnies de croissance. Parce que tôt ou tard, les analystes sont toujours très optimistes par rapport à la croissance future. Et à un moment donné, il suffit juste qu'il y ait un certain ralentissement, les targets commencent à changer, tu n'es même pas prêt. Faites attention aux compagnies de croissance. C'est pour ça que quand tu vas prendre les targets en question ici, il vaut mieux que il est très important, d'accord, de questionner à peu près la taille du marché, la qualité du produit, l'objectif de marge du management et juger le management par rapport à ce qu'ils... S'ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose et qu'ils arrivent à le faire, un point. Mais il faut faire très attention quand on achète une compagnie de croissance. Ça, c'est l'exemple de Upstart. Je continue. La plupart des entreprises que tu vas voir ici sont des entreprises de croissance qui font du moins 20% en une journée. Ce sont des entreprises qui ont peut-être eu des bons revenus, mais avaient une croissance moins élevée. Donc ça, c'est même le Russell 1000. Je vais prendre le Russell 1000 ici. Voilà. On fait ceci. Doximity, compagnie de croissance. Roblox, compagnie de croissance. GraphKing, compagnie de croissance. Fait moins 8%. Hein. D'accord? Prenons peut-être le pré-market. Je ne peux pas prendre les revenus d'hier. Prenons le post-market. Quelle entreprise hier ici avec des revenus moins élevés? Oh là là, je ne me rappelle même pas. J'ai oublié. Bref, fais attention aux compagnies de croissance. Parce qu'il suffit juste que la croissance ralentisse et tu verras du moins 25% en une journée. Aujourd'hui, tant mieux, tu as vu du plus 20%. Tu as des regrets. Pourquoi? Pourquoi? Tu as fait du cash. Et tu as fait du cash ici en ayant même un prix d'acquisition qui était déjà assez questionnable. Pourquoi tu vas te plaindre? Laisse cette compagnie mûrir en paix. Elle ne s'autofinance pas. Oui, elle a une capacité ici d'autofinancement uniquement avec le cash qu'elle a en banque. Elle peut redémarrer son cycle d'autofinancement. Ça, c'est un avantage. Mais le prix qu'on nous propose ici aujourd'hui par rapport aux marges attendues, même en prenant le leader, ce n'est pas assez satisfaisant. Donc, je viens de passer 32 minutes de ma vie à t'expliquer quel est le raisonnement derrière, quel est le raisonnement que tu devras avoir sur une compagnie de croissance. J'espère que ça va te servir dans le futur. D'accord? Tant mieux si tu as eu une plus-value. Sois content. Sois content. Tu as vendu... C'est pour ça que je t'ai dit, juste pour terminer, hein, je ne tire jamais aucune éloge quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai eu cette telle plus-value grâce à toi. » Parce que je sais que tôt ou tard, on aura ce genre de raisonnement là également. Ça vient ensemble. Oh, j'ai perdu de l'argent à cause de toi. Tu as vu, j'ai fait une vidéo dernièrement, quelqu'un me mentionnait que ouais, mais tu es positif sur Téléperformance, pourtant le prix ne fait que baisser. C'est peut-être quelqu'un qui a acheté Téléperformance en se basant uniquement par rapport à sur les éléments quantitatifs, par rapport uniquement à, au target price que j'avais donné sur des éléments quantitatifs. Mais est-ce que je t'ai déjà mentionné, est-ce que je t'ai déjà encouragé à acheter une entreprise uniquement en te basant sur les éléments quantitatifs? Je t'encourage toujours à lire tes rapports financiers. Si je prends du temps ici, c'est uniquement. Si je prends du temps pour t'expliquer le raisonnement derrière chaque prix ici, c'est uniquement pour que toi-même tu puisses déconstruire ce raisonnement-là et le coupler aux éléments qualitatifs que tu as pu tirer en lisant, en lisant sur la compagnie. Tu te rappelles, par exemple, à chaque fois qu'on a des lives ici, Léo, Félix, tout le monde, personne, dernièrement ici, on avait également Mehdi. Donc, personne n'est d'accord par rapport à mon choix sur Amazon. Mais moi, tu penses que j'ai acheté Amazon en me basant uniquement sur des éléments quantitatifs? J'ai pris les éléments quantitatifs, certes. Je connais le target, pas que je connais, c'est trop dire. Le target, mon target price, mon target au niveau des marges d'Amazon est bien plus élevé que les marges actuelles. Et je me base sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. Le qualitatif, ce sont des éléments factuels. Qu'est-ce que le management a mentionné? Et il faut également que j'ai confiance à ce management-là. Donc, voilà mon hypothèse d'investissement de départ. Et pour le moment, ça me va.
Pour le moment, Amazon continue à surprendre. Tu penses que je suis surpris par rapport aux résultats d'Amazon? Non. Et les résultats vont dans le bon sens. Mais pendant un certain moment ici, les résultats n'allaient pas dans le bon sens, le marché était inquiet, etc. Mais moi, j'étais toujours assez confiant. Je comprends la compagnie. Et je continue à lire dessus. Même au prix actuel, je continue à acheter du Amazon. C'est la même chose avec du Meta. C'est la même chose avec du Google. Pourtant, quelqu'un va te dire que Meta est surévalué. Mais Meta, pour moi, n'est pas surévalué. Si tu te bases sur des éléments quantitatifs, tu auras un avis totalement différent par rapport à Meta. OK? Donc, aujourd'hui, une entreprise, il faut la voir de deux façons. Et il faut coupler ces éléments-là pour avoir un raisonnement complet. Qualitatif et quantitatif, c'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Je n'ai jamais lu sur Celsius. La première fois de ma vie que j'ai lu un rapport financier de Celsius, et encore, je l'ai survolé. Tu as vu toutes les questions que j'ai pu, les questions que j'ai pu soulever uniquement en regardant du Celsius. C'est parce que je me suis déjà intéressé à du Coca-Cola, à du Monster Beverage, à du Anheuser-Busch InBev, à du Heineken. Dans le secteur ici du beverage, je sais ce qui est important. Et c'est ça qui m'intéresse quand je vais regarder une compagnie de croissance. OK? Tu as fait une plus-value. Tant mieux. Ça aurait pu être le contraire. D'accord? Si on parle des regrets aujourd'hui, on peut passer toute la journée. J'ai une tonne de regrets. D'accord? Mais s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est de n'avoir pas s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est de n'avoir pas brûlé mon portefeuille. Jusqu'aujourd'hui, je suis assez correct par rapport à mon portefeuille. J'ai une certaine croissance depuis que j'ai décidé ici de prendre mon destin en main, de faire le travail nécessaire en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences calls, en m'intéressant au secteur d'activité. Donc, quand je prends une position d'investissement, ma conviction est élevée. Mais également, j'ai l'humilité de reconnaître que je me suis trompé quand cela se doit. Quand les hypothèses d'investissement de départ ne sont plus d'actualité. Il faut faire attention. D'accord? Donc, je peux être très dogmatique par rapport aux chiffres ici, mais je sais également que dépendamment du type d'entreprise que j'ai sous les yeux, je dois avoir une certaine... Il faut que j'ai une certaine... comment on dit ça? Le terme va peut-être m'échapper ici, mais il faut que je sois assez... Je dois laisser un tout petit peu de marge de manœuvre par rapport aux chiffres. Tu as vu ici, je sais qu'il faut utiliser la guesstimation. Et tu pourras voir mes vidéos sur Nvidia. J'ai utilisé de la guesstimation. Tu pourras voir mes vidéos sur Netflix. J'ai utilisé de la guesstimation. Mais ce qui m'intéresse sur Netflix, c'est surtout le business. Et c'est un business que je comprends. Le secteur des médias, c'est un business, j'ai passé énormément de temps sur ce secteur d'activité-là. Et je sais que j'ai une certaine vue par rapport à ces secteurs-là aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez aimer du Disney, mais je vous ai toujours dit depuis le début que Disney, c'est l'une des entreprises qui est correctement évaluée, même jusqu'aujourd'hui, sur ce secteur d'activité-là. Et pour le moment, Netflix est bien positionné par rapport aux autres. Qu'importe ce que vous pouvez dire. Tu vas regarder TF1, M6. Quantitativement, c'est sous-évalué. Mais je connais les dangers. Donc, Netflix, M6 et TF1, ça ne va pas m'intéresser, même au prix actuel. D'accord? Donc, il faut faire attention. Celsius, je ne dis pas que Celsius ne va pas s'autofinancer un jour, mais pour le moment, pour le type d'investisseur que je suis, ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec du moins 30% ici, parce que, les estimations des analystes viennent de changer. On s'attendait à 3 milliards, maintenant on s'attend à 1 milliard. Faites attention. D'accord? Donc, tu as gagné de l'argent. Ok, tu as des regrets aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu as vendu? Si tu as vendu, si ton raisonnement ici, c'est uniquement parce que Thierry t'a dit que l'entreprise était surévaluée, parce que voilà, elle ne s'autofinançait pas, etc. Est-ce que ces éléments-là ont changé aujourd'hui qui vont justifier un prix de 175 $? C'est comme quelqu'un qui va me mentionner ici que ouais, mais tu as dit que du VisionMed, c'est une compagnie de merde, pourtant l'action ne fait que monter. Et alors? Je t'ai donné mes arguments. Donne-moi tes arguments. Justifie-les. Quantitativement et qualitativement. Est-ce que pour toi, il est judicieux de payer 100 fois les bénéfices actuels pour une compagnie qui va uniquement doubler son revenu sur les 10 prochaines années, d'ici 2025? C'est judicieux? Les marges en question, on ne parle que du 10%. Hein. Peut-être que ça pourrait être plus élevé dans le futur, mais on a pris l'extrême et on a pris la moyenne. Tu as vu que même en prenant ces deux éléments-là, le prix actuel n'est pas justifié. Et ça, c'est mon avis. Maintenant, tu peux aller déconstruire ça comme tu veux, mais rassure-toi d'avoir tous les éléments ici quantitatifs et qualitatifs qui vont dans ton sens avant de prendre une décision d'investissement, soit la vente ou l'achat. Point barre. OK? Les chiffres, c'est bien, mais il faut faire attention à ces chiffres-là. Et comme je le dis toujours, je passe des heures et des heures à lire des rapports financiers. Je prends mon temps pour analyser quantitativement une entreprise. Et ça me fait toujours mal que tout ce que les gens retiennent, c'est uniquement le price target. Très peu de personnes viennent me parler des éléments que j'ai pris pour ce price target-là. Les marges,
Thierry, tu as pris des marges de 10%. Moi, je pense que les marges peuvent aller à 15% parce que ça. C'est comme ça qu'on devrait converser, vous et moi. Je m'en fous du prix, en fait. Comme je l'ai toujours dit, le price target, ça me prend 2 minutes. 2 minutes. Mais là, on vient de passer 40 minutes. Et ce 40 minutes-là, tu penses que la vidéo que je vais faire présentement, est-ce que tu penses que ça va me rapporter au moins 10 $? Même pas. Même pas. Mais je veux te donner le maximum d'informations possible. Pourquoi? Parce que demain, quand tu vas aborder une compagnie de croissance, je veux que tu aies le bon mindset. Alors, le bon mindset, c'est quoi? Quand j'aborde une compagnie de croissance, la taille du marché. D'accord? Je regarde les marges brutes et je recherche avant tout une stabilité des marges brutes. Troisièmement, avant de me lancer, il faut que l'entreprise s'autofinance au moins. Comme ça, au moins, je sais que la dépense en capital ici est assumée par les cash flows opérationnels, des vrais cash flows opérationnels. D'accord? Au cas où je vais me lancer présentement, alors que l'entreprise ne s'autofinance pas encore, il faut que je vérifie que le CAPEX, le CAPEX ici, le capital expenditure, d'accord, que je puisse le financer uniquement avec le cash que j'ai en banque. Et il faut au moins que j'ai au moins des bénéfices opérationnels égaux aux dépenses opérationnelles. Enfin, quand il dit bénéfices, il faut au moins que j'ai une marge brute égale aux dépenses opérationnelles. Comme ça, au moins, je sais que je peux payer les employés, je peux payer les dépenses en marketing. D'accord? Je peux payer la dépréciation, une partie de la dépréciation amortissement. Fais attention. D'accord? Maintenant, il faut que j'ai confiance au management derrière. C'est important. Pas juste le chiffre, le revenu est croissant, etc. Ce n'est pas important le revenu qui est croissant si tu ne le prends pas en considération, les marges, etc. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne ici pour parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes parce que j'ai envie d'en parler de la meilleure des façons. Parce que je trouve qu'ici, on vous donne la mauvaise information. On vous donne les mauvaises informations. Et si vous posez les mauvaises questions, vous aurez toujours les mauvaises réponses. Le questionnement est très important quand on investit. Très, très important. Il est même plus important que les éléments qualitatifs. OK? Le narratif derrière chaque investissement est important. D'accord? Tu aurais plutôt dû me dire ici que Thierry, j'ai vendu malheureusement à ce prix-là. D'accord? Oui, j'ai regardé ta vidéo et que tu étais assez négatif par rapport à la compagnie, quantitativement. Mais moi également, j'ai revendu parce que voilà, le quantitatif m'a fait peur, mais également le qualitatif. Dans le sens où, voilà, oui, l'entreprise ici a une certaine croissance, mais je constate ici que, voilà, par rapport à ce qu'on a, par rapport au target ici du management, par rapport aux marges, etc., par rapport je sais pas moi, à la concurrence ici grandissante, ça m'a un tout petit peu refroidi. Et tu as parfaitement raison de quitter. Tu ne vendras jamais au prix le plus haut. Et laisse-moi te dire que tôt ou tard, tu vas revoir Celsius à un prix équivalent ici à ton prix de revente. Et j'espère que tu auras le courage de racheter. J'espère que tu auras le courage de racheter. Moi, Celsius ne va pas m'intéresser avant les 70 $ l'action. Pas avant. Ça ne va pas m'intéresser du tout. Et encore, pour le type d'investisseur que je suis, c'est clairement pas ma tasse de thé. OK? C'est clairement pas ma tasse de thé. En tout cas, en lien dans la description de la vidéo ici, on a le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. D'accord? So, n'oubliez pas, dans le service Top Premium, justement, moi, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences quand je vous propose 2 notes d'analyse par mois. OK? Maintenant, ça ne veut pas dire que vous prenez, vous achetez bêtement. Non, vous lisez également vos rapports financiers parce que je veux des investisseurs indépendants. Si je voulais faire de vous des gens dépendants, je serais juste venu, acheter mon service d'analyse, tu passes 2 minutes par mois, tu lis juste et tu achètes. Ce n'est pas ça un investisseur à long terme. Parce que je sais également que si je fais ça, en période de questionnement, et la période de questionnement, c'est quoi? C'est quand le prix de l'action ne va pas aller dans ton sens parce que les gens veulent, quand ils commencent à acheter une entreprise, ils veulent directement que le prix commence à monter. Or, moi, je ne veux pas que le prix commence à monter. Je veux juste que l'entreprise continue à dégager des bénéfices nets de manière stable et croissante. Le prix peut rester à ces niveaux-là jusqu'à la fin des temps. Tant que je l'ai acheté à un bon prix ici, je sais que qu'est-ce qu'elle va faire avec son cash? Rachat d'actions, versement de dividendes. Pourquoi tu veux que je me plaigne par rapport au prix? Je ne vais pas me plaindre. Ce n'est pas le prix. C'est la capacité de l'entreprise ici à générer des flux de trésorerie de manière stable et croissante dans le futur qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Faites attention. Quand on vous demande de regarder, quand quelqu'un vous montre la lune, ne regardez pas le doigt. Ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder. Et je pense que quand je vous donne ici les price targets, etc., je pensais faire du bien. Mais en fait, j'ai l'impression de plus en plus que c'est la seule chose qui vous intéresse. Ce n'est pas ça, les amis.
C'est le raisonnement derrière qui devrait être intéressant. C'est ça qui est intéressant. Les marges, ok, j'ai vu que tu as pris ça parce que tu as vu que les marges étaient... On avait des marges ici en dents de scie, donc tu as normalisé les résultats. Ok, est-ce que ça a du sens par rapport à ce que je lis également? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion-là? C'est ça qui devrait vous intéresser. Sinon, ce n'est pas très différent ici d'aller regarder le target des analyses. Et je peux te montrer ici. On a le target, le price target ici de Meta et de combien? Regarde, le plus bas ici, à cette période, le plus bas ici, on avait un price target ici moyen, médian aux alentours ici de 154 $. Je vous ai toujours dit depuis le début que Meta est on est au moins à 250-300 $. Toujours. Aujourd'hui, le price target a augmenté. Hein. Il ne fait que monter. Je prends Celsius. D'accord? Celsius Holding. D'accord? Regarde ceci. Le price target aujourd'hui, il ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont de plus en plus optimistes. Si c'était facile pour moi, si c'était juste ça que je vous ai mis, c'est simple. Va juste regarder le target des analystes, c'est tout. Que les analystes s'attendent à 150 $, les analystes s'attendent ici à 160 $, et aujourd'hui, elles price à peu près à, disons, 140 $, donc il y a une opportunité d'investissement. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, oui ou non? Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Pourtant, ça, on s'en fout. C'est le raisonnement derrière. Calcule ça toi-même. Comment est-ce que tu arrives à la conclusion? C'est ça qui est important. D'accord? So, j'espère que tu as liké, j'espère que tu vas commenter. Dis-moi également si ce que je viens de raconter là, c'est pas du bon sens. D'accord? Les regrets là, c'est normal. Mais ça aurait été pire si tu avais perdu de l'argent. Et encore, si tu penses que tu as fait une erreur en vendant, mets ça sur papier. Quelle est l'erreur que tu as commise? Et moi, je pense, si tu as vendu cette action uniquement parce que tu t'es basé sur un avis d'un youtubeur lambda, et je me considère comme étant un youtubeur lambda, c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas ce que je préconise. D'accord? Je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers avant toute décision d'achat ou de revente. C'est pour ça que c'est très dangereux c'est très dangereux de donner souvent des price targets. Tu vas remarquer ici que avant je donnais mon price target par rapport à certaines entreprises qui avaient mon prix d'acquisition, mais j'ai remarqué que certaines personnes s'attardaient uniquement sur ce prix-là, dans le sens « Oh ouais, ça ne va jamais arriver là-bas ». Je pense que j'avais parlé d'Estée Lauder à une certaine époque, ou bien voilà, je pense que j'ai fait, il y a plusieurs vidéos comme ça de certaines entreprises qui aujourd'hui me donnent ce prix. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Crown Castle. Crown Castle, regarde cette vidéo-là sur Crown Castle. La première vidéo sur Crown, elle ne m'intéressait pas. J'ai bien mis ici un target de 100 $. Aujourd'hui, on est à combien? 104 $. Et tu penses qu'elle m'intéresse à 104 $? Peut-être pas. Mais je suis bien content de ne l'avoir pas acheté à 150. Parce qu'aucun élément ne m'encourageait à le faire à ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire? Aucun élément ne m'encourageait à le faire à ce prix-là. Du point de vue quantitatif déjà. Et si maintenant cette entreprise m'intéresse du point de vue quantitatif, d'accord, je vais aller lire mes rapports financiers. Je vais aller lire mes rapports financiers. Et je m'attends à des revenus en berne. Tout simplement parce que la fusion entre Sprint et T-Mobile ici ne va pas faire du bien à cette compagnie de manière temporaire. Mais également, je sais qu'il y a il y a une opportunité de croissance ici. D'accord? Donc, fais attention. C'est ça qu'il faut regarder. Quantitatif, qualitatif. Sinon, j'aurais fait comme tout le monde. Vous montrer uniquement le doigt. Ou bien venir juste vous dire que, ok, les analystes ont dit ceci. Tu peux comprendre mon... Je ne suis pas fâché hein, par rapport... Non, ton commentaire là, j'ai aimé ce commentaire là parce que cette réflexion là, je l'ai eue également moi-même. Mais ce n'est pas comme ça que tu devrais réfléchir. La question que tu dois te poser, comme je l'ai mentionné précédemment, quels sont les éléments qui m'ont poussé à vendre cette action-là? Est-ce que ce sont des éléments qu'un investisseur devrait prendre en considération? Uniquement. Sinon, j'aurais acheté toutes les entreprises que Warren Buffett mentionne dans son portefeuille. Et attendre qu'ils revendent également pour revendre. Ça ne fait pas de toi un investisseur, ça fait de toi un mouton. Et je ne dis pas que tu es un mouton. D'accord? Donc, si tu as vendu, c'est parce que tu avais des éléments quantitatifs et qualitatifs. Et si tu penses avoir fait une erreur, vas-y, documente ton erreur. Et mets-y que voilà l'erreur que je ne devrais plus commettre dans le futur. Si Thierry donne un target price, même si je considère que l'entreprise est une opportunité d'investissement, je ne vais pas également aller l'acheter. Je te montre toujours une entreprise que moi j'aime bien. GPN. Tu vois cette entreprise-ci? Cette entreprise-ci est sous-évaluée. Tu ne peux même pas imaginer à quel point. Elle est extrêmement sous-évaluée. Regarde les bénéfices nets. Les dividendes sont nuls.
d'accord? Enfin, ici même ça va encore. Mais le dilute ici, si je le mets ici, le dilute earning ici, c'est nul. D'accord? Mais quand tu vas regarder les free cash flow de cette compagnie, elles rapportent énormément d'argent. Aujourd'hui, je te distribue la totalité des bénéfices, la totalité ici des free cash flow en dividendes. Et encore, les free cash flow sont même moins élevés que d'habitude. Et c'est un business assez prévisible. OK? C'est un business assez prévisible. Les free cash flow sont impactés ici par rapport à la dépense en croissance, à la dépense en capital de croissance. Cette compagnie-ci est extrêmement sous-évaluée. Extrêmement. Tu penses que ça me dérange que le prix de l'action soit à ces niveaux? Je suis bien content. Je ne fais qu'accumuler tranquillement, mais également, elle a de la dette. Donc, le prix actuel ici, pour le moment, c'est correct. Mais également, qu'est-ce que le management mentionne? On mentionne ici qu'on est toujours à la recherche d'acquisition, d'accord? Et également, derrière, on veut garder la dette à un certain niveau. Et quand on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, on va commencer à rentabiliser la compagnie. Global Payment est sous-évalué. Et tu peux voir ici, regarde les premières vidéos, et tu peux voir la CVS. Et je ne fais que mentionner, et ça va te surprendre plus tard. Tu penses que quelqu'un qui a acheté CVS à ces niveaux-ci s'est peut-être trompé son analyse? Le prix est toujours bon, mais ses nerfs sont en train d'être mis à rude épreuve. Et il va vendre, parce que le prix ne monte pas, etc. Mais l'entreprise a des bénéfices de plus en plus élevés. Et elle est encore plus solide qu'en 2017. Mais une autre personne va être intéressée par Walgreens. Si tu compares Walgreens et CVS, pour moi, Walgreens, ce n'est pas une entreprise intéressante en date d'aujourd'hui. Au contraire, elle a des problèmes que CVS n'a pas. Mais quantitativement, elle est sous-évaluée. Elle distribue un généreux dividende, etc. Mais elle devrait plutôt se concentrer maintenant sur l'après-pharmacie. C'est un business qui doit complètement changer. Même pas ça, elle doit être verticale. Elle doit s'intéresser ici à l'intégration verticale. Bref, j'ai trop parlé. Tu peux comprendre ici que j'ai envie de donner le maximum ici et je le fais toujours à chaque fois. D'accord? Tant mieux pour toi si tu as gagné de l'argent. D'accord? Tu as des regrets, mais tu n'as pas perdu d'argent non plus. Documente sur papier quelle erreur que tu as effectuée. D'accord? Et essaie de ne pas la reproduire dans le futur. Et moi, je ne pense pas que tu as effectué une erreur en la revendant à 130 si tu veux mon avis. Tu n'as même pas effectué une erreur. Au contraire, je pense même que tu as eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, des gens, tant que Celsius connaîtra une croissance ici au-dessus de ce que les analystes attendent, ça va aller. Je dis bien ça va aller. Sinon, un jour ou l'autre, tu vas te retrouver en train d'avoir du Celsius ici. Tu vas te retrouver avec du Celsius qui fait en une journée moins 40%. Est-ce que tu seras content? Non. Celsius ne m'intéresse pas. Tant qu'elle ne s'autofinance pas, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Ça ne devrait pas t'intéresser. Alors que Adobe t'a proposé un prix intéressant. Tu t'es mis à paniquer. Aujourd'hui, par exemple, je continue à parler de téléperformance, de l'intelligence artificielle, etc. Je pense que Téléperformance offre un prix intéressant. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire pour moi. J'ai mes griefs avec Téléperformance. Quantitativement, elle est sous-évaluée. Il y a de bonnes chances que tu ne perdes pas toute ta somme ici. Et encore que c'est un segment en pleine consolidation. L'intelligence artificielle, il y aura du bon, il y aura du mauvais. C'est cette zone grise-là qui fait paniquer les gens aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas mettre un billet sur Téléperformance? D'accord? Tu avais du Netflix à une certaine époque qui s'est négocié à un prix extraordinairement élevé. Netflix t'a donné une opportunité d'achat à ce prix. Pourquoi est-ce que le prix a baissé? Tout simplement parce que la croissance a commencé à ralentir. Ils ont même perdu des abonnés entre parenthèses. Et on se disait ici que ouais, le fait qu'ici, le partage de mots de passe ici soit proscrit, ça va tuer l'entreprise. On est où aujourd'hui? Qui rigole? Qui a le dernier mot aujourd'hui? Qui a le dernier mot aujourd'hui? Tu sais pourquoi est-ce que c'était intéressant à ce niveau-là? Non seulement quantitativement, mais également qualitativement. Netflix est une belle entreprise qui a le first mover advantage, qui est avant tout une compagnie tech, parce que son algorithme est très puissant. Or, si tu as Disney+, tu sais que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En 53 minutes, j'aurais pu faire 11 vidéos de 5 minutes. 11. Qui va me rémunérer pour ce temps-là? Personne. Mais je le fais parce que j'aime ça. J'aimerais que tu puisses réfléchir de la meilleure des façons la prochaine fois. Quand tu vas prendre une décision d'investissement, ou une décision d'investissement ici, soit de vente ou d'achat. OK? Donc, félicitations pour ta plus-value. C'est ça qui devrait t'intéresser. Et maintenant, essaie de voir comment est-ce que tu peux allouer cette plus-value-là ailleurs. Point barre. Félicitations pour ta plus-value. Et maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas eu de la chance par hasard? Donne-moi ta réponse en commentaire. Ça sera apprécié. Pour les autres, un like, un commentaire, d'accord?
un abonnement également ici, ça fait plaisir, comme d'habitude ici. D'accord? Et voilà, n'hésitez pas également à partager. Et si vous vous retrouvez dans la même situation, n'hésitez pas également à adopter le même mindset. C'est important, les amis. C'est important. Je n'ai pas, quand le prix d'une action, ça ne me dérange pas du tout. Je prends toujours l'exemple d'une entreprise Broadcom. J'ai lu les rapports financiers de Broadcom. J'ai fait une note d'analyse sur Broadcom. Tu penses que j'ai acheté massivement des actions de Broadcom alors qu'elle était sous-évaluée quantitativement? Non. Mon nombre d'actions sur Broadcom est risible. D'accord? Alors que j'avais tous les éléments quantitatifs. Mais il y a toujours quelque chose que je n'ai pas sur Broadcom, c'est que je ne comprends pas tout le business. D'accord? Aujourd'hui, Broadcom reste toujours sous-évalué quantitativement, mais c'était encore mieux à cette période-ci. On a presque doublé le capital. Et tu penses que j'ai des regrets? Est-ce que je regrette de ne pas avoir mis plus? Non. J'ai pas de regrets. Évidemment, si tu me remets dans le passé ici, je vais mettre que plus en connaissant à peu près le futur. Mais je suis mal à l'aise. En tant qu'investisseur, j'aime bien dormir la nuit. J'aime comprendre les choses. J'aime comprendre. Quand j'investis dans une entreprise, j'aime comprendre. Si je ne comprends pas, je n'investis pas du tout. Et ça ne me dérange pas que ça monte après. Ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Ça ne me dérange pas. D'accord? Tu peux voir, il y a une entreprise, j'avais pris ESSO. ESSO, ici, j'ai fait une vidéo. Si tu regardes la vidéo sur ESSO, tu vas rigoler. J'ai fait peut-être cette vidéo-là, on était peut-être aux alentours de 20 euros. Elle est montée jusqu'à 40, 50 euros. J'ai eu des commentaires négatifs. Ouais, regarde le target ici, etc. Mais ESSO, jusqu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. C'est une compagnie ici pour les traders. Le cash en question, regarde ça. Tu vas investir dans ça. Tu veux investir dans ça. Le cash qu'elle gagne présentement, elle fait quoi avec? Même le dividende n'est pas stable. Je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Et pour quelqu'un, quand il va voir cette vidéo sur ESSO, il va te dire, oh, tu as fait une erreur. J'ai pas fait d'erreur du tout. D'accord? Cette entreprise ne m'intéresse pas du tout. Et la vidéo est là. 18 du mois de mars. Si quelqu'un avait choisi de ne pas m'écouter à cette période-là, il aurait doublé son capital. Doublé son capital. Quelqu'un va m'accuser ici. Oh, j'ai regardé ta vidéo sur ESSO et j'ai décidé de vendre après ta vidéo. Tant mieux pour toi. Mais je sais également que si je mets le nez sur ESSO, je sais que c'est une entreprise qui va avoir tendance à gagner beaucoup d'argent quand le prix du pétrole augmente. Qualitativement. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que ESSO va gagner dans 2 jours. C'est ce que ESSO va gagner dans 10, 20, 30 ans qui m'intéresse. Je ne suis pas un trader. Moi, je suis un investisseur. Je ne suis pas un trader. OK? Donc, quand je décide d'acheter une entreprise aujourd'hui et qu'on me la revend à 50%, moi, il faut que je sois capable d'acheter plus. Si ce n'est pas le cas, bye. Si j'ai raté une opportunité d'investissement, prochainement, il y en aura d'autres. Ça ne me dérange pas. Il y en aura d'autres. Et encore, je peux faire encore rater une opportunité d'investissement, mais voilà, avoir fait une plus-value. Il y a des entreprises ici, j'ai toujours pris l'exemple ici. Mes actions Apple, j'avais des actions à un prix, tu ne peux même pas imaginer. J'avais un très bon prix d'entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mes actions pour acheter quoi? Du Asos. Asos où j'ai une perte de plus de 50%. Évidemment, je n'ai pas mis tout mon argent dessus. Mais voilà, le pourcentage de mon portefeuille que j'ai alloué sur Asos est vraiment, franchement, je me demande si j'ai eu un coup sur la tête cette journée-là. OK? Donc voilà, j'apprends de mes erreurs. J'apprends de mes erreurs. Mais je sais une chose, c'est que Asos, c'est pas comme si je vais double down. D'accord? Je ne vais pas rajouter sur ma position sur Asos aujourd'hui. Parce que décidément, ce genre d'industrie-ci, je sais que il faut, à long terme, ici, c'est le genre, je n'ai pas envie de... Les seules entreprises dans la consommation discrétionnaire que j'aimerais posséder, demain, sont des entreprises également qui ont un certain pricing power. Et Asos n'en a pas. Asos n'en a pas. Asos n'en a pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai appris. C'est une leçon qui m'a coûté cher. J'aurais pu garder du Apple et peut-être entre le moment où j'ai vendu et aujourd'hui, j'aurais pu peut-être également faire un 50% en supplément. Sinon, plus que ça. D'accord? Attends, je vais regarder. Oui, c'est ça. Attends, on regarde ça. Oui, on aurait pu avoir bien plus que ça aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir un regret? Est-ce que j'ai des regrets? Forcément. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Bien sûr. Bien sûr. Mais si tu prends ce que j'ai perdu sur Asos par rapport à ce que j'ai gagné sur Apple, je suis toujours en gain. Mais évidemment, j'aurais bien aimé ne pas avoir cette perte sur Asos. Et la perte n'a pas encore été matérialisée sur Asos. Donc techniquement, je peux encore récupérer mon prix de départ. J'étais aux alentours de 25 ici. D'accord? Donc tu peux imaginer combien est-ce que je perds aujourd'hui. En termes de pourcentage. En termes de pourcentage, regarde ce que ça fait.
On a près de 80%. 80%. Et tu peux revoir ma vidéo sur Asos. Elle est très optimiste. Et quand je la regarde aujourd'hui, je vois beaucoup d'erreurs dans cette vidéo-là. C'est à ça que ça me sert également quand je regarde mes... C'est à ça que ça me sert. Pourtant, quantitativement et qualitativement, je connaissais l'entreprise. Mais je pense également que j'étais amoureux du produit derrière. OK? Les perspectives ici sur Asos, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais l'environnement actuel, bah, c'est un environnement assez compliqué pour Asos. Bref, 1 heure, c'est suffisant. Merci.